quatrième soirée de cette semaine consacrée à l'anniversaire du 20 avril 1980 au printemps berbère. Nous avions reçu lundi Tassadit Yassine et Hafid Adnani autour d'un livre consacré à Mouloud Mamri, mardi Ali Genoun pour la question kabyle dans le nationalisme algérien, et mercredi nous avions rendez-vous avec Fayel Alami. La rencontre était animée par Souad Bebaïs. Et donc ce soir, rendez-vous donc avec le docteur Saïd Saadi, qui fut non seulement un acteur parmi les plus importants de ces événements d'avril 80, du printemps berbère, mais aussi qui est depuis plus de 40 ans un acteur de la scène politique, culturelle, militante algérienne de premier plan. Donc déjà, je vous remercie d'avoir accepté l'invitation de l'Association de culture berbère. C'est un plaisir, merci de m'avoir invité. C'est un plaisir et vraiment pour nous. Je vais juste rappeler qu'il est possible de retrouver l'ensemble des livres que nous avons présentés au cours de cette semaine et que nous présentons ce soir chez notre partenaire, la librairie La Maronite, qui se trouve au 35 rue des Maronites dans le 20e arrondissement, et le téléphone est le 01 77 18 82 25. Il est donc possible de les commander et de les recevoir chez notre partenaire. Je vais donc rapidement, pour ceux et celles qui éventuellement ne connaîtraient pas, vous connaîtrez pas de Dr Saadi, vous présenter très succinctement avant que notre ami Mahidine Oufarhat, qui fait l'amitié de présenter avec moi ce soir cette rencontre, vous pose les premières questions. Donc, vous êtes un militant culturel, vous avez été militant de droits de l'homme, vous êtes un homme politique, une personnalité donc de premier plan de la vie publique algérienne depuis près de 45 ans. Vous êtes docteur, vous êtes spécialisé en psychiatrie, vous êtes aussi romancier, vous êtes un des premiers auteurs en langue tamazight avec le livre Askouti qui est paru à la coopérative Imdiazen. Vous êtes aussi traducteur, essayiste, et je découvre que vous avez aussi aimé taquiner le ballon rond et explorer les fonds marins, puisque vous étiez un adepte, peut-être encore aujourd'hui, de la plongée sous-marine. Et je passe bien sûr sur le simple et difficile métier d'homme et de femme qui nous concerne toutes et tous. On a l'impression effectivement, quand une vie vous en remplissez 2 ou 3, et c'est assez étonnant de le constater et de le lire, puisque je n'ai même pas commencé par dire aussi la raison et l'actualité de cette rencontre, c'est que viennent de paraître le tome 2 de vos mémoires, La fierté comme viatique, on verra le titre tout à l'heure, qui porte sur la période 67-87. Voilà. Et bien entendu, au cœur de cette période, il y a la gestation de ce qui allait devenir le printemps berbère, et c'est notre ami Mahidine qui va vous poser une première question sur le sujet. Bonjour tout le monde, merci à l'ACB pour cette invitation. Bonjour Saïd Saadi, merci d'avoir accepté notre invitation. Alors nous sommes à 41 ans des événements du printemps berbère, et tout a commencé, peut-être rappeler le contexte, tout a commencé par l'interdiction de la conférence de Mouloud Mamri par les autorités le 10 mars 80, conférence organisée par les étudiants de l'université Tizi Ouzou, qui avait pour thème la poésie kabyle ancienne. C'était à l'occasion de la sortie de son ouvrage Poème kabyle ancien aux éditions Maspero la même année. S'ensuit une manifestation des étudiants le lendemain, le 11 mars, puis pendant 4 mois, soulèvement dans les universités en Kabylie et dans l'Algérois, grève générale, occupation d'usines, organisation de la société civile, notamment les médecins et les lycéens en Kabylie. La réponse du pouvoir ne se fait pas attendre. Une vague d'arrestations des principaux leaders, les fameux 24 détenus, dont vous-même. Une campagne hystérique anti-kabyle par la presse aux ordres, y compris contre Mouloud Mamri, traité de tous les noms, suppôt de l'impérialisme, et j'en passe. On se rappelle l'édito de Kamel Belkacem, les donneurs de leçons, etc., etc. Ça, c'est le contexte. J'ai envie de vous poser une question. Quel regard portez-vous, Saïd Saadi, sur le printemps berbère 41 ans après?
et quel écho, quel prolongement peut-on faire avec l'actualité, avec la révolution depuis le mouvement, la révolution, on l'appelle comme on veut, le Hirak, depuis le février 2019. Deux questions fondamentales, je vais essayer d'être aussi clair que possible. Il me semble qu'on peut dire aujourd'hui, il y a un consensus en tout cas pour dire que le printemps berbère d'avril 80 est un point nodal, un moment de rupture, un repère, mais aussi une source, puisqu'il continue à résonner à mains égards dans la vie d'aujourd'hui. Le printemps berbère, je pense, est l'un des événements majeurs de la vie politique algérienne contemporaine. Et ses principales implications portent sur les aspects sociétaux, politiques et même géopolitiques. Plus personne n'ose envisager, depuis maintenant avril 80, la perspective nationale en dehors de la problématique identitaire. En tout cas, plus personne n'évacue la dimension amazigh, ce qui fut fait de manière violente, permanente, à travers une bonne partie de la vie du mouvement national et puis de l'Algérie indépendante, les segments dominants panarabistes, pour faire court, ont tout fait pour néantiser cette dimension nationale. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Ça, c'est avril 80 qui a réussi à réconcilier la mémoire nationale avec elle-même. D'un point de vue politique, je pense qu'avril 80 a réussi à changer le regard que la Kabylie portait sur elle-même et le regard que les autres Algériens portaient sur la Kabylie. Je m'explique. Pendant très longtemps, la Kabylie était culpabilisée par la doxa officielle comme étant un reliquat plus ou moins toxique de l'ordre colonial. Et ça a fini par non pas imprimer, mais en tout cas conditionner la parole publique d'un certain nombre de Kabyles. Évidemment, avril 80 a complètement renversé la donne. Et les Kabyles étaient non seulement déculpabilisés de cette accusation, mais on finit par revendiquer ce par quoi on les disqualifiait dans la vie nationale. Et par ailleurs, même si l'anticabylisme n'a pas disparu, l'actualité, hélas, vient de rappeler de manière un peu grégaire ces réactions. Une bonne partie de l'opinion algérienne considère que l'apport de la Kabylie à la construction du combat nationaliste et puis de la perspective démocratique est une réalité, et souvent les gens le disent de manière très reconnaissante par ailleurs. D'un point de vue géopolitique, cette donnée que l'on voulait cacher, qu'on voulait censurer lorsqu'on ne l'accablait pas de tous les maux par lesquels les forces extérieures, les ennemis extérieurs venaient polluer notre destin, est devenue aujourd'hui la cause qui rassemble l'ensemble de l'Afrique du Nord. L'emblème amazigh flotte de l'oasis de Siwa jusqu'aux îles Canaries. Alors on me dira, ce n'est que du symbole. Pour l'instant, la langue amazigh n'est pas enseignée comme elle devrait l'être dans le pays. Eh bien, le destin des nations sont aussi faits de symbolique, en tout cas au début. Alors, beaucoup ont posé la question de savoir comment et pourquoi avril 80 est venu à ce moment-là. Lorsque j'étais en train de rédiger le deuxième tome des mémoires dont parlait M. Mustafa Hazoun, j'ai repris un peu mes notes, j'ai essayé de replonger dans les considérations et les motivations qui nous animaient à l'époque. Je crois qu'on peut retenir 3 éléments essentiels. Il y avait la fermeture générale, hermétique du système politique qui ne laissait absolument pas d'autre choix pour ceux qui avaient une conscience politique et qui avaient une éducation, qu'elle vienne de l'école, qu'elle vienne de leurs parents, qu'elle vienne de leur histoire familiale en général, qui ne renonçaient pas à l'idée d'être des acteurs de leur destin. Cette fermeture ne laissait pas d'autre choix que de s'engager. Ça peut être paradoxal, mais c'est la fermeture de Boumediene qui a aussi aidé à ce que l'on se prenne en charge complètement. Le deuxième élément, et ça c'est conjoncturel, mais ça a joué incontestablement, c'est que lorsque nous sommes arrivés
à l'université, lorsque la génération d'Avril 80, qui a fait Avril 80, est arrivée à l'université, elle a eu la chance, l'immense privilège de rencontrer deux personnes d'exceptionnelle valeur, hors du commun. C'était Mouloud Ma'amri et c'était Katib Yassine, avec lesquels nous avons travaillé ensemble, bien qu'ils ne soient pas du tout de la même sensibilité et qu'il n'y ait pas de relation particulière entre eux. Mais l'un et l'autre ont été deux béquilles absolument stimulantes. Ce n'étaient pas des parrains, mais leur vision, leur compréhension, l'éthique qui animait leurs recherches ont contribué à nous libérer de tous les tabous, les contraintes, les retenues, les censures et même les frayeurs que pouvaient susciter un certain nombre de thématiques. Il y a aussi un autre élément qui a joué au fait qu'Avril 80 n'est pas un événement sans suite, c'est devenu un événement qui résonne toujours dans la conscience politique algérienne et même nord-africaine, c'est le fait que les acteurs de l'époque, peut-être parce qu'ils n'avaient pas vraiment d'autre choix, tout en venant d'horizons politiques différents, ont réussi à comprendre qu'ils devaient dégager et assumer un certain nombre de règles essentielles s'ils voulaient réellement, un, être entendus, deux, demeurer crédibles, et trois, voir leur discours porté dans la durée. Donc je pense que ce sont l'ensemble de ces éléments-là qui ont fait qu'Avril 80 n'est pas resté une lettre morte. C'est un moment, un repère en tant que fait historique dans la vie contemporaine nationale, mais c'est aussi une source qui continue d'irriguer aujourd'hui encore un certain nombre de sujets et de problématiques algériennes. Alors la deuxième question qui dit, que vous soulevez, qui soulève l'éventuel écho, relation, lien qu'il y aurait entre Avril 80 et Hirak, l'insurrection citoyenne, appelons-le comme on veut, là je serais un peu plus nuancé, en tout cas au moment où nous discutons, c'est-à-dire au moment de la vie de cette insurrection d'aujourd'hui. Il y a autant d'analogies que de différences. Il y a des analogies parce que cette mobilisation citoyenne s'exprime de manière pacifique. Et ça, c'est un élément de combat qu'a introduit le printemps amazigh, alors que c'était totalement étranger dans les traditions de lutte algérienne. C'était le rapport de force, c'était la violence physique qui pouvait aller à l'extrémité pour ne parler que de lui, mais il n'y a pas que lui. Donc, cette pédagogie du combat pacifique est devenue une valeur porteuse d'espérance parce qu'Avril 80 l'avait testé et l'avait validé. Il y a aussi, en tout cas au début de la dynamique de février 2019, un enthousiasme, une envie, une volonté à affirmer une rupture sans embâche avec l'ordre établi, à dire que dans le système tel qu'il est configuré aujourd'hui, il n'y a pas possibilité de faire évoluer les choses, donc nous nous installons formellement en dehors et contre le système en place. Jusque-là, beaucoup de gens, jusqu'à les 80, beaucoup de gens disaient, avec plus ou moins de bonne foi, on va changer les choses de l'intérieur, on va rentrer dans ce régime, même s'il n'est pas toujours fréquentable, parce qu'on finira bien par aider les éléments les moins toxiques ou les plus vertueux pour que le pays trouve un peu plus de stabilité et de bien-être. Et bien là, on dit l'évolution, la mise en perspective de la nation se fera par une dynamique extérieure aux institutions en place. Ça, c'est aussi Avril 80. Il y a également l'association de la société dans sa globalité. Moi, j'ai fait un certain nombre de marches au début des manifestations à Alger. On voyait des femmes, on voyait, c'était très coloré, c'était très audacieux. C'est l'Algérie telle qu'on aurait voulu la voir, vivre et reconnue par l'État. Ça, c'était aussi Avril 80. Il y avait une espèce d'enthousiasme général, même si c'était limité à Alger, à la Kabylie, qui faisait que l'ensemble de la société revendiquait ses aspirations et les affirmait avec beaucoup de générosité et de fierté. À l'inverse, ce qui distinguerait, je mis ça au conditionnel parce que l'histoire n'est pas finie pour ce qui concerne l'insurrection en cours, à l'inverse, il y avait une relation fusionnelle entre les élites en Avril 80 et l'aspiration populaire,
les élites ont joué leur rôle, que ce soit à l'université, que ce soit dans le corps médical, que ce soit dans le corps enseignant, que ce soit au niveau syndical. Un, en mettant de côté ce qui pouvait les séparer pour se montrer à la mesure de la demande générale de la société qui portait essentiellement sur la revendication, la problématique identitaire et les libertés démocratiques. Là, on disait, on ne peut pas faire l'économie d'une discussion qui délimite, qui définisse, qui décrive un certain nombre de valeurs auxquelles doivent adhérer l'ensemble des gens qui disent vouloir répondre à la demande populaire. Malheureusement, cet aspect, pour moi essentiel, n'a pas eu lieu jusqu'à présent. Bon, il y aura des historiens, il y aura des discussions, il faudra faire des analyses, il faudra faire des enquêtes, des investigations pour savoir pourquoi, au bout de 2 ans, il n'y a pas eu ni d'espace, ni de lieu, ni même de propositions clairement formulées pour que les élites disent de quoi, comment donner du sens à cette mobilisation citoyenne nationale, générale, généreuse. On est dans un paradoxe qui fait que le peuple a fait le job, le peuple a joué son rôle, et ce n'est absolument pas démagogique de le dire. On ne peut pas demander plus aux citoyens que de sortir, d'affronter les périls, de revenir, de dire je veux le changement. C'est tout ce que peut faire un citoyen ordinaire, et il le fait, mais les élites refusent d'assumer cette exigence de changement, ou en tout cas, elles ne l'accompagnent pas, en tout cas, elles ne produisent pas de la réflexion qui donne les instruments à la société pour donner du sens à cette dynamique. Là, il y a une grosse différence avec les 80, où les élites ont fait corps, étaient en symbiose avec la population. Voilà. Peut-être juste une petite question, Mustapha. Et on a l'impression, c'est plus qu'une impression, que le peuple, les populations, les manifestants, les révolutionnaires, tout ce qu'on peut les appeler comme on veut, qui sont sortis depuis 2 ans, célèbrent l'être ensemble, le vivre ensemble, le faire sens, faire société ensemble. Et les élites sont un peu complètement dans la torpeur. On a l'impression que faire des propositions, c'est forcément aller vers la division et je crois que c'est peut-être ce qui pose problème. Ce n'est pas le cas d'après vous? J'ai commencé à y répondre. En avril 80, les principaux animateurs ne sont pas venus des mêmes partis politiques. Il y en avait d'ailleurs qui n'étaient dans aucun parti politique, n'avaient pas les mêmes sensibilités idéologiques. Il y avait de l'extrême gauche, il y avait du FFS, il y avait du PRS, il y avait du FUA. Mais nous n'avons pas fait l'économie des sujets qui fâchent. C'est-à-dire, on s'est dit que pour l'instant, voilà ce sur quoi porte la revendication populaire. Les libertés démocratiques doivent être consacrées. L'Algérie ne peut plus accepter une mutilation historique, culturelle, identitaire. Pour arriver à faire écho à cette double demande, il est important que les uns et les autres, quelle que soit leur sensibilité politique par ailleurs, puissent se mettre d'accord pour dire que ces deux aspirations sont portées par une philosophie politique qui s'en réfère à l'égalité, que ce soit l'égalité des sexes, les libertés, etc., etc. Donc nous avons, réellement mis à plat ces problématiques, et l'exigence des libertés, des fondements démocratiques accompagnait la quasi-totalité des tracts qui étaient lancés à l'époque. Alors, c'est vrai qu'il y a une forme de mutisme qui est un peu sidérant actuellement. Voilà donc une dynamique populaire qui dit rupture radicale, et en même temps, personne ne dit de quoi sera fait demain lorsque ce régime aura disparu. Quel est l'espace qui permettra à chacun de dire sa conviction sans avoir à prendre le risque ou d'être censuré, ou d'être réprimé, ou d'être éliminé. Et c'est d'autant plus problématique qu'aujourd'hui, tout le monde dit
tout le monde dit adhérer en tout cas à la perspective démocratique. Et il y a comme une ruse, en tout cas je l'interprète comme telle, comme une manœuvre qui dit nous sommes démocratiques, mais ne parlons pas des principes démocratiques. Je ne vois pas pourquoi, si réellement quelqu'un est sincèrement convaincu qu'il n'y a pas d'autre espace, d'autre valeur que la démocratie pour assurer la stabilité, la performance, l'émancipation d'un peuple, pourquoi est-ce qu'en même temps, il dit ceux qui font de la démocratie doivent être évacués? Qu'on dise dans la rue, on va éliminer les généraux, ensuite on va s'embrasser les uns et les autres. Ça peut s'entendre. Mais le rôle d'une élite, le rôle d'un cadre, le rôle de quelqu'un qui a suffisamment de conscience politique pour donner un prolongement visible et lisible à cette dynamique, à cette pulsion populaire, c'est de sécuriser l'espace dans lequel, demain, l'Algérien ne retombera pas dans les affres qu'il a connues par le passé. Alors on nous répond, on va aller aux élections et ensuite la majorité décidera. Là encore, c'est une ruse. L'élection, ce n'est pas la démocratie, c'est un moyen qui permet l'exercice de la démocratie lorsque celle-ci est protégée et sécurisée et définie et balisée par les valeurs qui la fondent et la structurent. Alors, je pense qu'il y a au début certainement des gens par colère, par empressement, par compulsion, disaient on ne part de rien, on va y aller et après on verra. Mais par la suite, ça a été relayé par des tendances politiques qui, elles, injectent, instillent dans la dynamique populaire les slogans, les posters de leurs dirigeants, les banderoles portant des slogans qui sont les leurs. Ce qui pose problème, c'est que les partis, les personnalités, les universitaires qui adhèrent, qui disent en tout cas adhèrent à la démocratie, cautionnent cette censure éthique et politique par laquelle on veut livrer à l'aventure cette dynamique. Il y a un problème, il y a un vrai problème là-dessus. Moi, je n'ai pas d'explication pour l'instant. Hein. Je pense qu'il y a peut-être une mauvaise lecture de la situation, chacun pensant que la rupture, que le basculement allait être immédiat, les uns les autres, se positionner pour être visible, pour prendre la part d'un pouvoir qui était à prendre, etc. À mon avis, c'est une erreur de lecture, c'est une erreur de jugement. C'était un moment de rupture tectonique, c'est-à-dire culturelle, idéologique, éthique, qui ne se prêtait pas à la course au pouvoir, mais qui était destiné à remettre à plat un certain nombre de problématiques pour ensuite, au bout d'une période de transition qui reste à déterminer, assurer une compétition politique saine. Mais c'est fondamentalement malsain de dire je suis démocrate, mais je ne veux pas qu'on parle des préalables démocratiques. En plus, la faction conservatrice islamiste, elle, ne se gêne pas pour perfuser, pour infuser ces préceptes dans la révolution, aidés en cela d'ailleurs par le pouvoir. Le pouvoir réprime, les islamistes projettent chaque vendredi des slogans, des banderoles par lesquels ils encadrent les carrés, etc., etc. Le camp démocratique, lui, est sur la défensive pour des raisons qu'il faudra probablement lire avec plus de rigueur, plus de précision ultérieurement. Tu veux ajouter quelque chose sur le sujet, Mehdi? Vas-y, Mustapha, vas-y. Non, moi, je voudrais aussi revenir sur un aspect important de ce livre, je crois. D'ailleurs, le titre en est l'expression, même si cela ne coule pas de source à sa lecture, c'est que je crois que c'est un livre éminemment générationnel. Je veux dire par là que vous racontez l'histoire d'une génération, la vôtre bien sûr, celle qui avait 20 ans dans les années, fin des années 60, dans les années 70, et lorsque le titre que vous donnez, le sous-titre que vous donnez à vos mémoires, la fierté comme viatique, c'est la fierté d'une génération. D'ailleurs, je vais vous citer un petit passage dans lequel, à mon avis, on a l'éclairage sur le titre. Vous dites, nous n'avions rien, nous n'étions rien, et nous voulions tout. Enfouis au plus profond de nous-mêmes, inatteignables par les discours officiels et insolubles dans le parti unique, notre fierté était effectivement notre unique ressourcement.
j'ai l'impression effectivement que ce que vous traduisez là, c'est le nous du groupe, le nous d'une génération, c'est le nous de la jeunesse, une jeunesse que vous dites à plusieurs reprises, malgré les conditions qui sont les vôtres dans les années 60, 70 et tout au long effectivement de l'engagement plus tard, sous la chape de plomb d'un régime qui court des risques et qui connaît des conditions socio-économiques difficiles. Et à plusieurs reprises, vous dites, nous étions heureux. Oui, je crois que nous avons eu le combat heureux. Ça ne veut pas dire que nous n'avons pas souffert, hein, mais il faut bien savoir dans quelle situation nous étions. Au lendemain de la guerre, tout le monde pensait que ça allait être la félicité générale. On a eu un peu l'inverse. D'abord, l'affrontement sanglant de l'été 62 nous a passablement désillusionnés. Et puis très rapidement, nous avions compris que nous, Kabyles, notre destin était hypothéqué en attendant qu'il soit définitivement scellé. Ajoutez à cela la censure générale du Parti unique lorsque Boumedienne est arrivé après son coup d'État de juin 65, celui qui voulait exister ne pouvait pas ne pas s'engager en dehors et forcément donc contre le régime. Qu'est-ce que nous avions comme viatique? Nous avions un vécu qui a été difficile pendant la guerre de libération où nous étions enfants et adolescents. Nous avions nos désillusions au lendemain de la guerre, mais nous avions eu la chance, fils de la paysannerie, pauvre, d'avoir accédé à une école qui enseignait encore un certain nombre de valeurs, de principes, d'idées qui forgent le libre arbitre. Nous étions donc armés de l'esprit cartésien. Et nous avions en même temps cette culture ancestrale qui nous avait permis de voir que l'égalité n'est pas un slogan. Moi, j'étais jeune, on n'avait pas le droit de parler. J'en parle dans le premier tome. Mais je le traînais de souvenir que lorsque l'assemblée du village se réunissait, tout citoyen délégué avait le même droit que l'ensemble de ses pairs, qu'ils soient pauvres, qu'ils soient infirmes. Donc, ça a imprimé un certain nombre de valeurs chez nous. Il y avait cette solidarité sociale qui n'était pas non plus un mot. Lorsque l'on avait de quoi manger, lorsque l'on avait un repas garni de viande, nos parents nous disaient de ne pas en parler dehors, parce que nos voisins, peut-être nos cousins, eux, n'avaient pas eu cette chance. Il y avait donc cette invitation à la retenue, à ne pas exhiber des signes extérieurs de richesse. Donc cette double culture avait façonné des esprits frondeurs qui ne renonçaient pas, mais qui avaient aussi le souci d'une certaine forme d'égalité, de liberté, de tolérance, de solidarité. Et nous étions vraiment fiers de cela. Je crois pouvoir dire aujourd'hui que cela nous habitait. Et face à un ordre politique qui était autocratique, même craint, mais qui était détesté fondamentalement, qui abusait de son pouvoir, ce qui nous a animés, c'était cette fierté d'être habités par des valeurs qui nous invitaient à ne pas céder. Pensez donc, nous avions 20 ans, pour la plupart d'entre nous, quel carburant, quel moteur, quelle puissance peut vous animer pour faire face frontalement à un pouvoir qui avait tout alors que vous n'avez rien, qui était tout alors que vous n'étiez rien, et auquel vous disiez « je ferai exactement ce que j'ai envie d'être », c'est-à-dire le contraire de ce à quoi vous m'assigniez. Il n'y avait que cette fierté culturelle, identitaire, cette fécondité de la langue française et apportée par la langue française et les valeurs de la culture amazigh qui a fait que nous avions confiance en nous-mêmes, nous étions fiers de nous-mêmes alors qu'on nous demandait de nous cacher. Il y avait peut-être quelque chose d'irrationnel là-dedans, mais c'était cela notre moteur. Est-ce que ce serait exagéré finalement d'exagérer de poser la question de savoir si cette génération des années 60, 70, 80 et je ne sais pas jusqu'où, c'est vous le direz si la question est pertinente. Est-ce que c'était pas aussi une sorte de parenthèse générationnelle, au sens où
plusieurs fois dans votre livre, vous faites référence aux théories anthropologiques de la société berbère comme société segmentaire, où la compétition ne débouche pas sur l'émulation comment dire, une synergie positive, mais plutôt sur le conflit. Vous dites que vous, dans cette génération, c'est le consensus qui l'emportait surtout. Alors, est-ce que c'était une parenthèse générationnelle compte tenu des conflits, des discussions qui suivront? J'espère que non. Hein. Ça ne nous empêche pas d'être lucides, par ailleurs, par les conflits, effectivement, qui naissent pour des raisons qui renvoient à des considérations endogènes à la culture berbère et sur lesquelles le pouvoir ne se gêne pas de jouer, bien évidemment. Je crois que notre génération, encore une fois, a pu séparer le grain de l'ivraie. On avait la rationalité, l'esprit cartésien, mais on avait aussi la fidélité aux racines, ce que cette société qui a traversé des millénaires alors qu'elle n'a jamais eu de pouvoir, à part le règne de Massinissa, il n'y a jamais eu d'État berbère, eh bien on se disait, on était quand même responsabilisé, on avait un devoir de responsabilité d'honorer ses origines tout en n'étant pas totalement aveugle sur les travers qui traversaient effectivement notre société. Je le rapporte dans le livre à un moment donné, quand j'ai fini mes études, quand j'ai appris que mon mémoire était validé, j'ai appelé mes parents et j'ai appelé Mouloud Mamri. Et Mouloud Mamri m'a demandé de passer chez lui, sur les hauteurs d'Elbiar. Il avait une soupente au dernier étage qui était occupée par ses livres et ses étagères. Et on a discuté longuement, je l'ai écouté. Je pensais qu'il avait quelque chose de précis à me dire. Et j'ai le souvenir, parce que j'ai retrouvé mes notes, que j'ai essayé de restituer dans ce tome 2, des recommandations qu'il faisait à plusieurs reprises. Ce n'étaient pas des injections, ce n'étaient pas des ordres, sur effectivement la fragilité, la complexité de la psychologie berbère. Il a fait une étude absolument époustouflante, qui n'a pas pris une ride à ce jour encore. Dans les années 30, il avait 25 ans. 1937. Sur cette tendance du berbère à être emblématique de toutes les vertus et en même temps à porter en lui-même, ce qu'il dit lui-même, une espèce d'instinct d'autodestruction qui fait que ces expériences ne sont jamais cumulatives jusqu'à devenir une perspective qui assure l'émancipation globale. Donc nous avions conscience de ces limites qui résurgissent malheureusement actuellement, mais comme à chaque fois qu'il y a un reflux, les éléments péjoratifs d'une société, l'égoïsme, les archaïsmes reprennent le dessus. Mais je crois que nous avons pu justement nous prémunir de cet héritage, de cette toxicité berbère et plus particulièrement kabyle. Je vous ai dit qu'à un moment donné, ça a failli déraper en avril 80. C'est là qu'il a fallu prendre la décision de faire sortir la contestation de l'université pour la partager avec l'ensemble de la population, dont on savait très bien qu'elle y adhérait. Il y avait des frictions qui commençaient, des étincelles même, qui commençaient à apparaître et sur lesquelles soufflait indirectement le pouvoir, en accusant tel parti de vouloir mettre l'hégémonie sur le mouvement, en prêtant des intentions aux uns aux autres. Heureusement qu'il y a eu quand même cette responsabilité, et je pense que c'est la culture cartésienne qui nous a permis d'abandonner toutes les appartenances partisanes à l'époque et de dire ce qui nous rassemble, c'est ceci, ceci, ceci. Voilà ce que ça présuppose comme comportement, comme propos, comme proposition et comme conduite sociale. Donc, cette double culture a créé effectivement une synergie où le meilleur de l'une alimentait le meilleur de l'autre. Alors, une autre question d'ordre générationnel avant de revenir avec Mehedine sur le 20 avril. Très souvent, en fonction de certains types d'événements ou d'informations quant à l'évolution de la société, vous vous retournez vers les anciens, vers vos aînés, les anciens maquisards,
pour prendre des informations, pour analyser une situation. Comme si finalement cette génération qui est que vous appelez, je crois, semeuse en l'occurrence, avait aussi ce souci de se retourner vers les expériences passées et de ne pas être désaffilié. Il y avait cette volonté de construire un destin, et ça je pense que c'est l'une des grandes réussites d'Avril 80, à travers les segments, les visions les plus émancipatrices, les plus positives du mouvement national. On s'est reconnecté à l'esprit de l'Aim Shali pour faire court, pardon, avant lui d'ailleurs, à l'esprit de Amri Mash à l'étoile nord-africaine, de l'Aim Shali et du groupe de 1949, du congrès de la Soumam, etc., etc. Il y avait cette volonté de dire que le mouvement national n'est pas formaté uniquement par l'idéologie arabo-islamiste par laquelle on l'a étalonné. Donc il y avait cette volonté. Parce que lorsque l'on essayait de trouver des documents, et ce n'était pas facile à l'époque, lorsqu'on avait la chance d'entendre de manière furtive un acteur du mouvement national s'exprimer, on voyait bien que cet unanimisme arabo-islamique n'était pas aussi évident qu'on voulait bien le présenter. Alors à l'époque, il n'y avait pas Internet, il ne faut pas oublier qu'il n'y avait qu'El et la radio du FLN. La seule manière d'essayer de remonter aux sources de la vérité factuelle, j'entends, c'était de harceler, en tout cas c'est ce que j'ai fait personnellement, mais je n'étais pas le seul, l'ensemble des acteurs du mouvement national et plus particulièrement de la guerre de libération qui étaient restés assez crédibles, c'est-à-dire qui n'étaient pas corrompus, qui n'avaient pas vendu leur homme au diable en allant assumer les horreurs que commettait le pouvoir. Et personnellement, dans le tome 1, dans l'avant-propos, j'ai cité, je crois, une vingtaine de personnages que j'avais littéralement harcelés. Les Omar Siddiq, les Omar Boudaoud, les Lakhdar Ben Toubal, les Mohamed Yazid, les Ali Yahya Abdenour, plus tard, Hossein Aït Ahmed, quand on l'a connu bien évidemment, et le colonel Khatib de la Wilaya 4, etc., etc. Ça, c'était pour repartir à la source de l'histoire, pas pour l'encenser. On savait très bien que l'histoire algérienne n'a pas été un long fleuve tranquille. On savait qu'Aban a été exécuté, on savait que la Bleuite a eu lieu, on savait qu'un certain nombre de drames ont traversé le FLN de l'intérieur. Mais en dehors de la rumeur sourde, nous, en tant qu'animateurs du mouvement culturel d'Aban, nous devions avoir un peu plus d'éléments pour nous faire notre opinion. Et donc, cette relation, c'était pour effectivement retrouver un passé, reconstruire une histoire, parce que l'histoire dans l'Algérie indépendante, ça a été le moyen par lequel le pouvoir d'après-guerre s'est légitimé. Évidemment, cette histoire a été tronçonnée, frelatée, falsifiée, etc., etc. Ça, nous le savions très bien. On nous présentait Boumediene comme étant le père de la révolution algérienne, alors que nous savions très bien qu'il n'a jamais tiré une balle à l'intérieur du pays. On a dit d'Aban, Malik Ben Nabi a écrit que le salut de l'Algérie, ça a été d'avoir assassiné Abdel Ramadan, écrit dans un de ses livres. Donc on savait très bien que dans cette histoire qu'on présentait par le levier, le socle sur lequel devait reposer l'État, n'était pas celle qu'on nous présentait. Donc nous avions aussi comme devoir et envie d'aller vers les acteurs les plus lucides, les plus disposés à parler, ce qui n'était pas toujours le cas, pour essayer de reconstruire l'événementiel, les séquences telles qu'elles se sont présentées dans la vie nationale. C'est ça qui nous a porté. C'est-à-dire on voulait déconstruire l'histoire officielle pour savoir de quoi était faite notre histoire, et ça ne nous gênait pas de savoir qu'il y a eu des drames, qu'il y a eu des erreurs, et même des fautes, comme l'élimination des berbéristes au congrès de la Soumam en 1956, pour donner le change à l'élimination des messalistes. Ça nous avait choqués, on se disait bien qu'il y a quelque chose qui clochait là-dedans, que l'on cherche à neutraliser les messalistes, qui étaient en 1956 déjà en connexion avec l'armée française, qui armait ses maquis pour tirer sur les FLN et la LN, ça pouvait se comprendre.
mais qu'on élimine les berbéristes qui demandaient un débat sur la nature de l'État, sur la composante de l'identité algérienne, et qui par ailleurs étaient les plus radicaux dans la lutte pour l'indépendance, c'était une analogie qui nous choque et qui nous heurte. Et donc nous voulions absolument lire cette histoire, si tragique fut-elle, à une chose près, ça je m'en rappelle très bien. Nous nous interdisions de juger a posteriori les événements où les uns et les autres disons qu'il a fait ci, donc c'est un salaud, c'était un peu la mentalité de l'époque, c'était binaire. Hein. Soit on était cristallin, beau, irréprochable, soit on était pourri, vendu, traître, etc. etc. C'est un peu ce qu'on trouve encore dans la culture, dans la tambouille du FLN aujourd'hui. Donc nous avons approché l'histoire à travers ces individus, à travers ces personnages, mais avec le souci de lire au plus près, et c'était notre objectif, la réalité historique, pour construire un destin intégrant. Le fait berbère qui a été nié, qui a été néantisé, il faut voir le poids du panarabisme à l'époque, sur tout citoyen osant émettre notre avis sur la question identitaire, le fait berbère, d'un point de vue doctrinal, a été soit nié, soit réprimé, soit néantisé, et malheureusement, ça a déteint sur la sphère universitaire, qui aujourd'hui encore dit qu'il n'y avait pas de crise berbère, etc., etc. Mais ça, c'est notre débat. Dans le prolongement de ce que vous venez de dire sur 49, la crise de 49, effectivement, des nationalistes qui ont posé les contours de ce qui pouvait être la future Algérie indépendante, plurielle, algérienne, et non exclusivement arabo-islamique. En 80, la reconnaissance de la langue et de l'identité berbère faisait partie, c'est un des points de toutes les autres revendications. Il y avait effectivement la liberté syndicale, il y avait les droits de l'homme. Je me rappelle, j'avais 20 ans, comme dit la chanson, à cette époque, arabe algérien plus tamazight égale langue nationale. C'était toutes ces revendications. Mais on a l'impression que à chaque fois qu'il y a le mot amazigh, tout projet politique devient suspect. Aujourd'hui, on a vu depuis février, il y a un sursaut identitaire. Alors, mais j'ai envie d'y croire, j'ai envie de voir ça. Quand on voit Bab el Oued, la Kasbah et Maziren, ou alors Al-Qbaïl Faqou Bkri, ou alors Jazair Tftakhr Bekoum, l'Algérie est fière de vous, etc., etc. Est-ce qu'on peut considérer que depuis 49, une élite sans être suivie par, qui était peut-être en avance dans son temps, qui n'a pas été suivie par le peuple, bon, et que le contexte effectivement étant, en 80, on était, je dirais, en symbiose, puisque les élites ont joué leur rôle et les populations ont suivi. La grève générale en est une preuve formidable. Et aujourd'hui, on a les populations qui crient Tamazirt, les drapeaux n'ont jamais autant fleuri, début du Hirak, etc. Et est-ce qu'on considère qu'on a fait ce sont les acquis de 80, tout ce qu'on voit aujourd'hui? Moi, je pense que oui. Hein. Je rapporte dans le tome 2 un certain nombre d'incidents, de troubles que nous avions vécus, nous en tant que médecins essentiellement. Combien de fois, je me rappelle en avoir discuté encore avec le docteur Nouassi, quand on était de garde, souvent la sécurité militaire nous ramenait des jeunes parce qu'on a trouvé chez eux un alphabet berbère. Hein. C'était cela la réalité de la posture du pouvoir par rapport à cette question. Alors, je sais bien qu'aujourd'hui, le FLN fait des banderoles en tamazirt, même le fils en a fait quelques-unes, etc. Tant mieux, pourquoi pas. Mais ce n'était pas le cas. Ce qui pose problème, effectivement, c'est que cette question qui a infusé dans la société
ne semble pas faire écho dans la recherche universitaire pour ce qu'elle est, dans les élites, qui préfèrent vous dire, attention, si on met ça, ça va encore diviser les rangs. Alors que lorsque des femmes sont agressées un 8 mars, pardon, ça ne semble pas déranger plus que ça. Lorsque quelqu'un, pas plus loin qu'il y a 2 ou 3 jours de ça, Abdjaya se fait castagner par des islamistes, parce qu'il a dit ni militaire ni islamique, ça ne semble pas aller vers poser des problèmes de division, en tout cas de division potentielle. Il y a effectivement, par rapport à la vision, à la mission, au rôle qu'ont joué les élites en 80, comme un reflux, comme un silence. Je vois par exemple, autant dire les choses très clairement, nous savons maintenant que Rachad, avec ses moyens, ordonne chaque week-end les mots d'ordre qui doivent être exhibés. Une fois, je l'ai même dénoncé sur ma page Facebook, ils ont envoyé 4 bus à Tizi Ouzou avec des pancartes, les mêmes, le même format, les mêmes caractères, le même slogan, etc. etc. C'était le slogan du jour. Souvent, des enregistrements téléphoniques ont eu lieu, ils ont été d'ailleurs diffusés. Ils envoient des mots d'ordre pour dire voilà tel banderole qu'il faut mettre devant tel carré ce week-end-ci, etc., etc. Ce ne sont pas malheureusement les élites les élites démocratiques, qui auraient pu traduire par des mots d'ordre, par des slogans, par des pancartes, l'aspiration démocratique des Erhora démocratie, ça a été dit au début. Hein. Et là, il y a comme une forme de repli, de retraite difficilement explicable, peut-être dû à la crise de l'université, hein, d'une manière générale, et donc la recherche. J'en profite pour dire d'ailleurs qu'il y a quelques jours de ça, un universitaire a été condamné, c'est un Djablacher pour ne pas le nommer, pour une question qui aurait dû soulever, comme un seul homme, l'ensemble de la communauté universitaire. C'est sur la toile que cet homme a été défendu. C'est le citoyen lambda qui a unanimement dénoncé cette condamnation. Pareil, le drapeau amazigh, avant que Gaïd Salah ne le sanctionne, était porté par la rue de manière tout à fait naturelle. Donc, lorsque des slogans, lorsque des propositions restituant la nation à sa vocation démocratique et authentique, ça ne choque pas plus que ça. Le peuple que l'on accuse d'être immature et qu'il faut protéger de la vérité qui ne serait pas en mesure de tolérer. Je pense que cette forme de lâcheté des élites fait beaucoup de tort à la révolution en cours. Ça pose un vrai problème. Il faut que les discussions aient lieu. Il faut que tout ce qui a été dit en 80 et qui a fait écho aujourd'hui encore dans la rue soit soumis à débat. Sinon, nous n'irons nulle part. On ne connaît pas de dynamique de contestation, quelle qu'en soit la nature, qui a abouti si elle n'a pas fait ses assises. La révolution algérienne est passée du stade de révolte en 1954, c'était un appel à la révolte, l'appel de 1954, à la révolution grâce à la plateforme de la Souma. Je risque d'être un peu long, mais je voudrais quand même le dire parce que ça répond aussi à votre questionnement. J'ai discuté avec Bentoubel. Je suis en mesure, je n'aime pas faire parler les morts en général, mais là je le dis parce que je l'ai dit de son vivant. J'ai discuté avec Bentoubel. J'ai discuté avec Ali Haroun qui était responsable de l'information à la Fédération de France du FLN. J'ai discuté avec Mohamed Yazid, qui était membre de la délégation du FLN à New York avant de devenir ministre de l'Information. Les trois m'ont dit que sans la plateforme de la Souma, qui a donné des instances, qui a donné des orientations, qui a posé des valeurs, qui a défini les principes sur lesquels devait se construire le futur État algérien, qui a dit ce qu'était cette dynamique populaire. La guerre de libération, je cite, la guerre de libération n'est pas une guerre de religion. L'État algérien sera démocratique et social et non une théocratie ou monarchie désormais révolue. Ils l'ont dit en août 1956, en pleine guerre avec la France, la 4e armée du monde en face d'eux, et on veut nous dire aujourd'hui que ce qui a été possible d'être affirmé en 1956 en pleine guerre serait totalement inaudible ou dangereux aujourd'hui en temps de paix. Ceux qui disent cela, ce sont ceux qui ne veulent pas
que le péril militaire et islamiste, parce que c'est les deux périls qui pesaient en 1956, qui sont aujourd'hui les mêmes aujourd'hui, soient dénoncés de manière équivalente. Il y a un jeu politique là-dedans. Que ceux qui s'en réclament ou ceux qui en sont des adeptes le fassent, d'accord, mais que le courant démocratique soit celui qui stérilise la pensée et la parole démocratique, ça pose problème. Ça pose problème. En avril 80, nous avons immédiatement fait un séminaire à Yakouren, encore une fois, où nous avons mis à plat l'ensemble des problématiques qui pouvaient se poser dans la proposition, dans la formulation d'avril 80. Et nous n'étions pas d'accord sur tout, mais nous avons été en mesure de débattre et de dégager les valeurs principielles qui peuvent permettre au pays de ne pas retomber dans les erreurs, les fautes et les drames qu'il avait commis, qu'il avait subis. Une parenthèse, vous parlez du séminaire d'Yakouren. Dans le livre, vous êtes un peu, vous trouvez que le compte rendu, enfin, ce qui en sort en écrit n'est pas à la hauteur ou de vos attentes ou de ce que vous pensiez à l'époque. Oui, le séminaire d'Yakouren n'avait pas rendu l'ensemble de la ferveur populaire. Pourquoi? Parce qu'il y avait plusieurs tendances politiques à l'intérieur. Il y avait notamment un certain nombre de camarades qui étaient du PAX. Le PAX, pour ceux qui ne savent pas, c'est le parti qui est issu du Parti communiste algérien et qui avait fait un choix 2 ans après le coup d'État, après avoir été violemment, très violemment réprimé en 1965, après le coup d'État, avait fini par faire une alliance avec Boumediene qu'il définissait comme soutien critique. Nous ne pouvions pas les jeter, même si nous avaient condamnés au début de l'insurrection. Nous leur avions fait place. Et ils avaient la place là-bas. Donc, il fallait tenir compte dans les propositions concrètes, programmatiques, des réserves qu'ils pouvaient émettre quant à la sévérité qu'on pouvait adresser au pouvoir. Mais nous avons réussi à les amener sur un certain nombre. Enfin, ils les ont admis, on a discuté, ils les ont admis comme nous tous. Un certain nombre de valeurs sur lesquelles chacun doit s'engager s'il veut être en mesure de défendre ses opinions ultérieurement. Nous nous disions, il n'y a rien à faire avec le pouvoir. Eux, ils disent, il faut essayer de... Ça, on était dans la tactique. Mais sur le plan de la conception du combat démocratique, tout le monde était d'accord pour assumer les fondamentaux démocratiques. Et on ne voit pas pourquoi aujourd'hui, des forces obscures, parce qu'elles ne se laissent pas identifier facilement, refusent de dire, vous êtes pour la démocratie, welcome, bienvenue, mais si vous êtes pour la démocratie, on dit que désormais, un certain nombre de valeurs sont inaliénables. Même si vous avez la majorité de demain, vous ne pouvez pas attenter à la liberté de conscience, vous ne pouvez pas attenter à la liberté des sexes, vous ne pouvez pas attenter à la vie de la minorité, etc., à la liberté du culte. Alors, ça, nous l'avons sanctuarisé en 80, alors que nous n'étions pas de même sensibilité politique. Et ce qui a été fait en 56, ce qui a été fait à Yakouren en 80, ce qui a été fait pour parler de notre pays en Pologne, lors des événements de Gdansk, où il y avait des communistes, il y avait des sociodémocrates, il y avait l'Église. Ils ont réussi quand même à se mettre d'accord pour abattre un régime, on va dire totalitaire quand même, mais en sécurisant un certain nombre de valeurs qui évitent qu'une majorité sortant d'une élection ultérieure s'octroie, se donne le droit de commettre les mêmes abus que ceux qui avaient endeuillé le pays, en tout cas qui l'avaient sérieusement handicapé. Oui, tu veux poser une question? Oui. Est-ce que la recherche du compromis que beaucoup d'acteurs du Hirak et de la Révolution mettent en avant, alors par tactique, par calcul politique ou tout simplement par crainte de diviser ou parce qu'il y a les traumatismes aussi des années 90, etc. Est-ce que c'est la bonne méthode d'aller tout de suite vers le compromis ou est-ce que
et éviter bien sûr les questions qui fâchent, vous en avez fait référence, ou est-ce qu'il vaut mieux aller aujourd'hui poser sereinement sur la table et verser au débat toutes ces questions-là, et ensuite aller, s'il y a lieu, d'aller vers un compromis, comme effectivement vous le dites, sanctuariser et sécuriser un parcours. Quelles sont, d'après vous, les questions qui fâchent et qui pourraient être traduites en valeurs à respecter, et quelles sont les digues, quelles sont les garanties que nous avons pour que nous pouvons mettre en place pour sanctuariser, pour aussi rassurer ceux qui souhaiteraient s'engager dans cette transition. Il y a beaucoup de non-dits dans un certain nombre d'affirmations de ceux qui se définissent comme des observateurs, voire même des animateurs de cette dynamique. Et c'est extrêmement difficile de discuter lorsque les gens n'avancent pas à visage découvert. D'abord, il faudrait que les démocrates se mettent d'accord entre eux pour dire ce qu'ils considèrent comme étant négociable ou non négociable. Quand je dis démocrate, je parle des gens dont le parcours a été consacré par un comportement, des luttes inscrites dans la perspective démocratique. Ce n'est pas pour préempter définitivement l'idée démocratique. Il y a quand même un certain nombre d'acteurs, de mouvances qui se sont distingués par un combat qui a revendiqué haut et fort et de tout temps le pluralisme, la tolérance, qu'elle soit culturelle, identitaire, politique, syndicale, etc., etc. Il faudrait que ces gens-là d'abord disent qu'est-ce qu'on peut concéder et qu'est-ce qui n'est pas négociable. Or, des gens qui se sont mis devant pour représenter le courant démocratique alors que personne ne les a mandatés, décident a priori que leurs convictions doivent être mises devant alors que les autres arrivent armés. Moi, j'ai appris que dans une réunion, des gens qui sont partis très fiers, d'ailleurs, de l'immigration pour participer à une rencontre à Alger, ont été amenés à devoir accepter qu'une sourate soit prononcée avant l'ouverture de la séance. Je refuse ce genre de diktat. Parce que si l'on accepte ça a priori, ça veut dire qu'on en a déjà endossé un certain nombre de préalables que mon vis-à-vis, lui, a réussi à m'imposer. Ils étaient tout fiers de dire qu'on a été accepté. Donc l'idée, c'était d'aller être accepté, ce n'était pas du tout d'aller proposer ce en quoi on croit. À la limite, tu y vas en tant qu'individu, grand bien te fasse, mais n'engage pas des gens qui, eux, se sont battus parce que toi, tu renies aujourd'hui ou que tu considères comme étant accessoire, alors que d'autres le considèrent comme étant fondamental. Ceci d'une part. Maintenant, il faudra peut-être clarifier les choses. Camus disait, mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. Les islamistes ont pour l'instant gagné le point, parce qu'ils ont réussi à faire une confusion entre l'humanisme universel qui fonde la démocratie et l'idéologie. Et des démocrates ont été contaminés par cette confusion. Lorsque l'on parle d'égalité, de liberté, de droits de l'homme, de liberté de culte, etc., etc., ce n'est pas de l'idéologie. Moi, je connais des partis de gauche qui assument totalement ces valeurs. Je connais des partis de droite qui assument totalement ces valeurs, quitte à ce que lorsqu'ils arrivent au pouvoir, à travers des élections, les uns ou les autres développent un programme qui soit totalement contradictoire. Donc, il y a une confusion qui est entretenue entre les valeurs démocratiques, qui sont des valeurs pérennes, neutres, humanistes, universelles, et les inclinations idéologiques. Il ne s'agit pas d'imposer une idéologie actuellement. Il s'agit de faire une conférence, une convention nationale, appelons-la comme on veut, où l'ensemble des gens qui revendiquent la démocratie doivent être publiquement mis face à leurs responsabilités et qu'ils souscrivent à ces valeurs-là. Ce n'est pas de l'idéologie. Or, les islamistes ont réussi à contaminer un certain nombre de partis, IE ou sans eux d'ailleurs, démocratiques, qui disent qu'il ne faut pas parler de cela, sinon ça va diviser. Pendant ce temps-là, eux ne se gênent pas encore une fois pour instiller les préceptes qui sont alors pour le coup des préceptes dogmatiques, idéologiques. Je donne un exemple très simple.
pendant plusieurs week-ends, les islamistes sont sortis avec les posters Hachani, et je suis pour que la vérité soit établie sur la mort Hachani. Je n'ai pas la vérité. Certains disent que c'est une lutte de clan entre les islamistes qui voulaient la lutte armée, d'autres non. D'autres vous disent que c'est une partie du pouvoir qui l'a éliminé pour créer la pagaille, etc., etc. Je ne rentre pas dans ces considérations. Je suis pour. Des jeunes ont sorti, pas beaucoup d'ailleurs, un jour, un poster de Smail Ifsah. Smail Ifsah, c'est un journaliste de la télévision qui a été assassiné par les islamistes dans la banlieue d'Alger. Ce sont des démocrates qui ont été leur dire « Rangez ça, sinon vous allez diviser le Hirak ». Vous voyez bien, quand on est vaincu dans sa mémoire à ce point-là, on ne peut pas prétendre gagner la partie, encore moins représenter une espérance différente de celle que ton vis-à-vis est en train d'imposer. Et ça, vous posez une question qui en appelle une autre. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire que l'échec des partis traditionnels, l'échec des structures traditionnelles comme l'université par exemple, l'échec des organisations des droits de l'homme qui font trop de sélection lorsqu'elles défendent tel ou tel détenu. Ce n'est pas ton problème de savoir si X ou Y a été arrêté parce qu'il porte le drapeau du MAC ou parce qu'il est avec toi. Pas toi. Je suis bien placé pour savoir ce qu'est les droits de l'homme. C'est nous qui l'avons fondé. Mais on n'a jamais considéré que la défense devait être sélective, a fortiori partiale. Tout ce qui se fait de manière cohérente au jour d'aujourd'hui dans la société algérienne, cohérente et crédible, se fait en dehors des institutions traditionnelles, en dehors des partis, en dehors des structures, en dehors de l'université. J'ai dit tout à l'heure que c'est les citoyens qui ont défendu Saïd Jabakhir. C'est une honte que l'université algérienne ait accepté, en tout cas se soit tue, devant un abus pareil par un de ses pairs. Lorsque vous voyez la défense des détenus, vous avez des ligues qui défendent un coup oui, un coup non, un tel je l'aime pas, un tel. C'est la CNLD, le Comité national pour la libération des détenus, qui est extérieur à ces structures, qui est né dans la foulée de cette insurrection, qui lui ne fait absolument, en tout cas pas à ma connaissance, aucun distinguo entre les gens qui sont agressés par les islamistes ou par le pouvoir, qui sont arrêtés, etc., etc. Plus généralement, même avant cette insurrection, vous voyez bien qu'il y a une espèce de perte de confiance dans la vie institutionnelle. Où se débattait la vie littéraire ou culturelle? C'est dans les cafés littéraires. Ce n'est pas les directions de la culture de la wilaya qui animaient les cafés littéraires. Ce sont des initiatives citoyennes spontanées qui se faisaient la plupart du temps, en tout cas dans ce que je sais, en dehors des structures administratives de l'État. Et je peux multiplier à l'envi tout ce truc-là. En tout cas, ça amène déjà un constat, même si on peut déplorer ses démissions, ses faiblesses, ses erreurs, voire ses fautes en certains endroits. Cette dynamique populaire a en fait tout entraîné, tout disqualifié. C'est une invitation à une réflexion sur la nouvelle scène politique nationale. Ça, c'est déjà un acquis. Il ne faut pas le faire de manière polémique, mais il faut absolument ne pas accepter de céder devant le terrorisme politique auquel on cédait certains. On peut tout dire. L'essentiel, c'est de le dire de manière sincère, de manière apaisée, de manière lucide. On peut tout dire et il faut absolument que la clarté et la transparence du débat s'invitent si cette dynamique doit aboutir à quelque chose. Sinon, je prends un risque en le disant, ce sera une impasse de plus. Et ce n'est pas la première fois que des mouvements qui ont été mal encadrés, mal nourris, mal irrigués, mal construits, se sont terminés dans les sables. Vous voyez le mouvement du 22 février au Maroc, il a duré quelques mois, il n'en reste strictement rien. Le mouvement du Hirak, du RIF, qui a donné son nom par une opération islamiste, soit dit en tournant à la dynamique algérienne, est devenu ce qu'il est devenu parce qu'il y a une infiltration islamiste qui l'a discrédité auprès des autres factions qui soutenaient le RIF. Et aujourd'hui, faute de perspective, faute de clarté, faute de débat, faute de cadre minimal dans lequel
doit s'exprimer la société civilisée, eh bien, il n'en reste strictement rien. Donc, il faut bien que les gens sachent qu'on ne peut pas être originaux, nous, et se réfugier derrière des formules, alors pour le coup, démagogiques et vaseuses. Le peuple dans la rue trouvera tout seul sa voie, sa solution. Non, le peuple, il a fait ce qu'il faut faire. Il m'arrive de discuter avec des partenaires étrangers de l'Algérie qui ont beaucoup de sympathie et même de l'admiration pour ce qui se passe dans la rue algérienne, mais qui vous disent, nous, on ne sait pas faire avec ça. S'il n'y a pas un minimum de discussion, s'il n'y a pas un minimum de valeurs sur lesquelles doit se construire cette idée, dans laquelle doit se projeter cette alternative que revendique la rue, nous, on ne peut pas se positionner. Et le pouvoir en joue. Le pouvoir en joue. Et ça, je reviens à la première question que vous m'avez posée tout à l'heure sur Avril 80. Nous n'avions absolument aucun complexe à assumer et même à appeler la solidarité internationale, l'essentiel étant qu'elle vienne de courants démocratiques. Le Parlement européen a émis une alerte, une note dénonçant les abus que subissent les jeunes Algériens, dont beaucoup sont encore aujourd'hui en prison, en grève de la faim, et personne ne connaît exactement dans quelle situation ils se trouvent. Eh bien, ce sont des gens de l'intérieur du dit Irak, de cette insurrection, qui ont dénoncé l'ingérence, l'insurrection. Nous sommes fiers, on n'accepte pas qu'on vienne nous dire. C'est de l'infantilisme politique, ça. C'est le pouvoir qui a suscité ce genre de réaction. C'est pour ça qu'actuellement, tout le monde se revendique de cette dynamique, mais on ne sait absolument pas ce qu'elle est en réalité et plus grave. Nul ne sait ce sur quoi elle peut déboucher. Bon, c'est quand même ça la question fondamentale. J'aimerais rebondir d'ailleurs sur ce que vous venez de dire à propos de solidarité internationale, parce que dans votre livre, vous rendez un vibrant hommage à un certain nombre de militants qui faisaient partie du centre universitaire de Ben Aknoun, le noyau qui allait promouvoir un certain nombre d'initiatives culturelles et autour de notamment, vous le disiez tout à l'heure, notamment chez Fredem, donc, que vous n'avez pas cité tout à l'heure, mais effectivement autour de Mouloud Mamri et les cours, autour de la radio kabyle et vous le précisez aussi, autour de la JSK. C'était 3 axes que vous vous étiez donnés. Un certain nombre de militants qui étaient donc de la cité sont partis en émigration. Et vous a insisté longuement sur le fait qu'ils ont eu un poids essentiel dans les événements qui allaient advenir justement en Kabylie, en Algérie, en manière générale, et que vous dites, je vous cite, « Il me tenait à cœur de témoigner de l'apport décisif et du dévouement sans limite de ses camarades, car peu d'écrits leur ont été consacrés, de brillants parcours professionnels ont été interrompus, ont dévié par le devoir de combat. » Et vous les citez, bien sûr, vous citez énormément de personnalités, de militants, et ces personnalités, ces militants, on va les retrouver donc au sein du groupe d'études berbères de Vincennes ou au sein de la coopérative Imdiazen. Donc là, pour le coup, peut-être, est-ce qu'il y a un parallèle à faire ou pas avec aujourd'hui, cette solidarité internationale, le soutien de ce groupe a joué un rôle tout à fait positif par rapport aux événements qui se passaient en Kabylie même. Alors, comme tout à l'heure, il y a un parallèle à faire, oui et non. Il y a un parallèle à faire dans la mesure où la diaspora s'est mobilisée, notamment en Europe et en France et en Amérique du Nord, pour faire écho à la mobilisation populaire, mais non parce que cette diaspora n'arrive pas à assumer la solidarité internationale que nous avions assumé, que le groupe de Vincennes a organisé, et nous leur étions vraiment reconnaissants. Je pense que je ne serais peut-être pas en train de vous parler aujourd'hui si ces amis-là n'avaient pas mobilisé les médias, les ONG, les anciens militants de la gauche française qui avaient soutenu le FLN et qui ont mis en difficulté le régime algérien qui a été obligé de nous relâcher. Mais nous n'avons pas dit non, c'est des étrangers, pas d'ingérence, etc. Vive la torture du FLN, c'est des frères, ils ont le droit de torturer. Quoi. Je veux dire, cette régression politique doit nous alerter tous. Moi, je ne me fixe je ne me pose aucun interdit pour mobiliser la solidarité internationale avec le peuple algérien contre un arbitraire qui, lui, ne se cache pas et ne s'impose
aucune limite. Ceci d'une part. D'autre part, les camarades dont vous aviez parlé, effectivement, et il faut que ce soit dit. Vous avez dit tout à l'heure que je tenais à faire un témoignage sur une génération, et c'est vrai. C'était des garçons et filles, souvent brillants, qui avaient des carrières universitaires qui s'ouvraient devant eux et qu'ils auraient probablement accompli avec la plus grande performance. Tous ont soumis leur cursus universitaire au devoir de combat. Lorsqu'il leur a été demandé de rentrer, tous sont rentrés en sachant très bien qu'ils allaient dans la gueule du loup. Ça ne se sait pas suffisamment et l'apport de ce groupe de Vincennes n'est pas suffisant. On était en contact permanent avec eux. C'est Mbarkar Djala, si j'ai bonne mémoire, qui avait alerté Ma'amri sur l'arrivée de Tawsa Amrouch à Alger. Mbarkar Djala, c'est celui qui est arrivé pour donner plus de légitimité au groupe de Vincennes une fois qu'il s'est étoffé, qu'il s'est stabilisé. Nos amis de Vincennes nous ont alimentés en temps et en heure, en documents, malgré les risques, malgré les fouilles des douanes, parce qu'en Algérie, on ne trouvait rien. Et encore une fois, à l'époque, il n'y avait pas Internet. Sur des peuples minorés, sur les États fédéraux, sur les institutions des régimes décentralisés. C'est comme cela qu'on a réussi à construire une vraie culture politique dans nos rangs. Donc, non seulement ils ont contribué à donner une meilleure profondeur et une plus grande amplitude à nos connaissances, mais lorsqu'est arrivé le moment de prendre ses responsabilités, de se déterminer par rapport au devoir de combat, ils n'ont pas hésité une seule seconde. Et je tenais absolument à ce que cela se sache, cette générosité, cette ferveur, cette capacité à vouer sa vie à l'intérêt général a un peu, pour ne pas dire plus, régressé aujourd'hui. Et je voulais absolument les remettre par devoir de fidélité historique, mais aussi par nécessité pédagogique, les remettre à l'honneur aujourd'hui. Je voudrais rajouter dans le même sillage, peut-être Saïd Saadi a rendu hommage au groupe de Vincennes. Personnellement, je n'étais pas là, je suis arrivé plutôt en 82, mais en 85, je tiens aussi à témoigner tout le travail que l'ACB a fait. Quand on a créé le comité de soutien à la Ligue des droits de l'homme, c'était dans les locaux de l'ACB, comité qu'avait présidé Feu Nabil Fares, et à son âme. Et je me disais la dernière fois, quand on avait fait venir Maître Sangor, quand vous étiez en prison, quand on l'avait envoyé en Algérie au nom de la Fédération internationale des droits de l'homme, et effectivement, vous êtes en train, vous disiez, vous n'aviez aucun complexe. Je ne me rappelle pas avoir fait une manifestation à cette époque-là sans que toute l'intelligentsia, toutes les organisations, la société civile française ne soient à côté de nous, y compris d'ailleurs celles qui n'arrivaient jamais à s'entendre en France. Et on voyait la Fédération internationale des droits de l'homme, évidemment, c'est son rôle, la Ligue des droits de l'homme, on avait la CGT, on avait parfois aussi le SOS Racisme, on avait notre ami Mouloud Aounit, qui a toujours fait paix à son âme aussi, qui était là chaque fois qu'on le sollicitait, et Arzqi Dahmani, France Plus, et que toutes ces organisations ont joué un rôle, mais nous-mêmes, on ne s'est jamais posé la question de la nécessité de sensibiliser les organisations françaises. Parce qu'on faisait la différence entre la France officielle, qui évidemment déployait des tapis rouges au pouvoir, et puis les organisations des droits de l'homme, les organisations au sein de l'immigration, et on savait faire la différence. Comment on explique aujourd'hui que ça devienne un véritable cactus quand on parle? Moi, j'ai participé à quelques réunions au début du Harak ici. Dès qu'on parlait d'interpeller de la solidarité française, internationale, et on confondait ingérence et
Comment vous expliquez cette régression? Le terme vous venez de lâcher, c'est une régression. C'est une régression politique et intellectuelle. Et ce qu'on disait tout à l'heure au niveau de l'université se retrouve aussi au niveau de la diaspora. Vous avez cité un certain nombre d'organisations, puisqu'on y est. Moi, j'ai le net souvenir de l'impact des paroles ou des communiqués ou des pétitions signées par des personnalités comme Jean-Paul Sartre, comme Michel Beauvillard, qui était une avocate du FLN, Madeleine Rebellion. Comme Francis Johnson, responsable des porteurs de valises, qui m'a été présenté plus tard par Omar Boudaoud, le responsable de la Fédération de France du FLN. Je vous assure que le poids que ça a causé sur le pouvoir algérien a contribué pour beaucoup, pour notre libération en 80 et pour, on va dire, des peines relativement 3 ans. On aurait pu prendre 20, 30 ans, voire même des peines capitales. Des gens ont été condamnés pour moins que ce que nous avions fait, pour des peines beaucoup plus lourdes. Eh bien, aujourd'hui, le régime algérien sait que devant la démission des élites dont on parlait tout à l'heure, parce que cette démission ne coûte pas seulement par l'absence d'animation, par l'absence d'ouverture de perspective, elle coûte aussi par le poids que peut avoir l'intox du pouvoir dès lors qu'il n'y a pas de contre-discours qui peut le déconstruire. Eh bien, ce silence-là, le pouvoir sachant que les élites vont se taire, il joue sur les instincts grégaires, le nationalisme primaire, infantilise le citoyen, pensant qu'il suffit de dire vive l'Algérien pour qu'une espèce de réflexe d'instinct quasiment animal se mette en route. Et à partir du moment où le courant démocratique n'encadre pas, n'assume pas sa parole dans cette dynamique, il suffit que le pouvoir envoie quelques-uns de ses sbires, de ses nervis, pour que seule cette parole